Quelles sont les structures prédominantes de la valine, de la sérine et de la méthionine à pH 1, 7 et 13? On va commencer par dessiner la structure de la valine. Et donc, on sait qu'il va y avoir deux autres possibilités. Alors, on voit que pour celle-ci, la charge globale, elle est neutre, donc elle est de 0. Pour cette structure-ci, la charge globale est positive et pour celle-ci, elle est négative. Pour trouver les différents pK qu'on va placer juste ici, on peut regarder sur la table avec les pK des différents acides aminés. Et donc on voit que pour la valine, on est juste ici. Le pK du groupement COH est de 2,29. Et le pK du groupement NH3+, est de 9,72. Avec ça, on peut calculer le point isoélectrique, qui est donc de 2,29 plus 9,72 divisé par 2, et ça c'est égal à 6. Alors, petit rappel ici, quand le pH est plus petit que le point isoélectrique, la charge globale sera positive. Lorsqu'il est plus grand que le point isoélectrique, la charge globale sera négative. Et lorsque les deux sont équivalents, alors la charge globale sera neutre. Donc ici, lorsqu'on va essayer de placer nos différents pH, alors quelle structure sera prédominante à pH 1? Donc le pH 1, on est dans une situation où le pH est beaucoup plus petit que le point isoélectrique, donc on aura une charge globale positive, et donc c'est cette structure qui sera prédominante à pH 1. A l'inverse, à pH 13, le pH sera beaucoup plus important que le point isoélectrique, et donc on aura une charge globale qui est négative, donc on aura cette structure-ci qui sera prédominante à pH 13. Et lorsqu'on sera à pH 7, on sera dans une zone de pH qui est relativement proche du point isoélectrique, et donc on pourra considérer que notre structure est neutre. En ce qui concerne la sérine, on va faire exactement pareil. Donc on va d'abord dessiner la structure de la sérine lorsqu'elle a une charge globale qui est neutre. Ensuite, on va dessiner les deux possibilités qu'on a. Au niveau des charges, on constate donc que celle-ci est neutre, celle-ci a une charge globale positive et celle-ci une charge globale négative. Pour trouver les pK, on fait exactement la même chose que tantôt. On va chercher sur le tableau. La sérine se trouve juste ici. Et donc on voit que le pK du groupement COH est de 2,29. Et le pK du groupement NH3+, est de 9,44. À partir de ça, on peut calculer notre point isoélectrique, qui est de 2,29 plus 9,44, divisé par 2. Et ça, c'est égal à 5,8. Donc de nouveau, on va pouvoir constater que lorsqu'on a un pH qui est égal à 1 et qu'on a un point isoélectrique qui est de 5,8, alors notre charge globale sera positive. Et donc on sera sous cette structure-là si on a un pH de 1. Si on a un pH de 13, à l'inverse, exactement comme tout à l'heure, on sera dans cette situation-là et donc la charge globale sera négative. Et donc la structure prédominante à pH 13 sera celle-ci. Et c'est celle-ci qu'on va trouver à pH 7. Pour la méthionine, de nouveau, on fait pareil. On dessine la structure neutre.
et les deux possibilités qu'on a. Pour trouver les pK juste ici, on va dans la table. La méthionine, elle est juste ici. Et donc on a 2,17 et 9,27. On peut calculer notre point isoélectrique, qui est donc de 2,17 plus 9,27 divisé par 2, c'est égal à 5,7. Alors, on ne l'a pas fait avant, mais on fait juste ici, pour les charges globales. Et donc, de nouveau, comme tout à l'heure, avec le petit rappel, lorsque le pH est plus petit que le point isoélectrique, on sera dans le cas où on a une charge globale qui est positive. Donc on sera dans cette situation-ci à pH 1. A l'inverse, on aura une charge globale négative si le pH est beaucoup plus grand que le point isoélectrique. Donc on aura cette structure-là qui sera prédominante à pH 13. Et on aura cette structure-ci prédominante à pH 7. Pour la question 3, les correspondances entre les acides aminés suivants et leur charge nette au pH donné sont-elles justes? Calculer le point isoélectrique de ces acides aminés. Donc, la première chose à faire, c'est calculer le point isoélectrique. On va commencer par l'alanine, c'est le premier. Alors, l'alanine, il est juste ici. Et donc, il est assez simple. On a un pK1 qui correspond au COOH, qui est égal à 2,35. On a le deuxième groupement de pKa pour le NH3+, qui correspond à 9,87. On va calculer le point isoélectrique, donc 2,35 plus 9,87 divisé par 2, et ça nous donne 6,11. Alors, nous, on nous pose la question, est-ce que c'est correct si on est à pH 2? Alors, si on est à pH 2, on est bien en dessous de 6,11 qui correspond à notre point isoélectrique. Et donc c'est faux, parce que notre charge globale, notre charge nette, devrait être de plus 1. Donc ici, c'est faux. En ce qui concerne la lysine, on va faire donc exactement pareil. On va avoir un premier pK pour le COH, un deuxième pK pour le groupement NH3+, et un troisième pK pour, c'est aussi un groupement NH3+, et c'est en fait la partie R radicale de, c'est le groupe R de la lysine. Donc ici le pK pour le groupement COH est de 2,16. Pour le groupement NH3+, est de 9,20. Et pour le groupe R est de 10,80. Ici, on va faire exactement la même chose. On va calculer le point isoélectrique. Donc le point isoélectrique, il est de 9,20 plus 10,80 divisé par 2. Et ça, c'est égal à 10. Pour savoir quelle valeur de pK il faut choisir, en fait, il faut simplement dessiner les structures et voir les structures à laquelle la charge nette est neutre. Et donc, les deux valeurs de pK qui vont entourer cette charge neutre seront les valeurs qu'il faut utiliser pour faire le point isoélectrique. Pour m'expliquer un peu plus clair, ici, si je dessine à peu près la formule de la lysine, ici,
sous cette forme-là, elle aura une charge neutre. On va être entouré donc de 2 pK différents. Donc ici, on va avoir une forme avec un H3+. Et ici, les deux seront en H2. Donc ici, il reste une forme en fait pour avoir le COH. Mais elle ne nous intéresse pas vraiment parce que ici, on a la charge neutre. Et donc, c'est les 2 pK d'ici et d'ici qu'on va utiliser pour calculer le point isoélectrique. Et donc, le pK d'ici, c'est celui du radical. Et le pK qu'on trouve ici, c'est celui du NH3+. Donc, pour en revenir à notre énoncé, est-ce qu'à pH 4, on a une charge de plus 2? Alors, si le pH est égal à 4, il est bien plus petit que le point isoélectrique. Et donc, non, la charge sera de plus 1. Ensuite, pour l'histidine, on a un premier pK qui correspond au COH, un deuxième qui correspond au NH3+, et un troisième qui correspond au radical et qui est un NH. Alors, de nouveau, on va regarder les pKa. Il est juste ici. Donc on va avoir le pK du groupement COH qui est de 1,81. Le groupement NH3+, qui a un pK de 9,15. Et le dernier groupement R qui a un pK de 6. On va calculer le point isoélectrique qui équivaut à 9,15 plus 6 divisé par 2 et ça nous donne 7,58. Alors, lorsqu'on sera à un pH de 8, est-ce qu'on aura une charge de 0? Ici, si notre pH est égal à 8, on peut dire qu'il est à peu près équivalent au point isoélectrique, et donc oui, c'est vrai, on aura une charge neutre. Ici, il est vrai. Ensuite, dernier exercice, le glutamate. Alors le glutamate, c'est un peu plus compliqué parce qu'il sort un peu de l'ordinaire. On a un pK pour un groupement COH. On a un pK pour un groupement NH3+. Et on a un dernier pK, de nouveau, pour un groupement COH. Alors, de nouveau, la table des acides aminés, il est juste ici. On va avoir 2,13, 9,95 et 4,32. On va calculer notre point isoélectrique avec 2,13 plus 4,32 divisé par 2, ça nous donne 3,25. De nouveau, pour savoir quelle valeur de pK utiliser, il faut simplement dessiner les structures et voir à quelle structure on a une charge nette neutre. Ici, je vais la dessiner juste ici. De nouveau, c'est schématisé. Ici, on a une charge neutre. Ici, on aura une charge de -1. Mieux.
Ici, on aura une charge de plus 1. Donc ici, on a la structure neutre. Les deux pK qu'on va utiliser pour trouver le point isoélectrique sont ceux-ci. Et donc, les seules transformations, vous voyez, sont ici. Et donc, on va utiliser le pK du premier groupement COH et le pK du deuxième groupement COH. Alors, pour répondre à la question, à pH de 12, est-ce qu'on a une charge de moins 2? Si mon pH est égal à 12, alors en effet, il est bien plus grand que mon point isoélectrique. Et donc, c'est vrai, j'aurai une charge de moins 2. Pour l'exercice 6, on demande de dessiner les structures des formes ioniques principales du tripeptide suivant au pH indiqué. Et donc on a Pro, Asp, Lys au pH 3 et 11. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire un petit tableau avec les groupements, les différents pK, la forme qu'ils vont avoir à pH 3 et à pH 11. Alors, on va commencer par la proline. La proline, elle va se trouver au tout début. Donc, on peut faire un petit schéma comme ceci. On va avoir Pro, qui sera en NH3+, et son radical s'il en a un. Asp, qui donnera uniquement son radical. Et Lys, qui donnera le COH et son radical s'il en a un. Donc, avec Pro, on peut aller voir. La proline, ici, il n'a pas de groupe R. Et donc, le seul groupement qu'il va donner, c'est NH3+. Ici, c'est un H2, mais c'est le même principe. Donc, il a un pK de 10,64. 10,64. Et le groupement est donc NH2 plus NH2, comme je venais juste de le dire. NH. Alors, au pH 3, il va avoir la forme du NH2+. Et au pH 11, il sera sous forme du NH. Ensuite, on va regarder pour l'aspartate qui est juste ici. Hop. Alors, Asp qui est ici. Donc lui, on ne va pas regarder ni ses groupements COH ni son NH3+. On va uniquement le prendre en compte s'il a un groupement R, donc s'il a un radical qui est différent. Ici, il en a un et il est à 3,96. 3,96 et pour l'asp, on sait que c'est un groupement COH, CO-. Alors, au niveau du pH, s'il est à pH 3, il sera sous forme de COH et s'il est à pH 11, il sera sous forme de CO-. En ce qui concerne la lysine, on peut aller voir ici, hop. La lysine, elle va donc donner son groupement COH-CO. Donc ça, on peut déjà l'écrire. Qui a un pK de 2,16. Et elle a aussi un radical, elle a aussi un groupement R qui a un pK de 10,80. Et si on connaît la structure de la lysine, on sait dire que son groupement R, c'est un groupement NH3 plus NH2. Alors, à pH 3, pour le COH, pH 3 sera sous forme de CO-, et à pH 11 aussi. Pour le NH3 plus NH2, qui est donc le groupement R de la lysine, à pH 3, on sera sous forme NH3 plus, et à pH 11, on sera sous forme NH2. On peut ensuite regarder la charge totale que va avoir vont avoir ce tripeptide aux différents pH. Donc ici on a plus 1, moins 1, plus 1. Donc on a une charge globale nette de plus 1. Ici on a moins 1 et moins 1. On a donc une charge nette de moins 2. On peut ensuite dessiner les structures à partir de ça. Donc on va bien diviser ça. Alors, on commence donc à pH 3. Donc ici, on est à pH 3. On va pouvoir dessiner les différentes structures.
Donc on a juste ici proline avec la forme du NH2+, qu'on a vu tantôt. Ensuite, on a asp, qui est juste ici, avec son groupement COH. Et ensuite, on a Li, avec ces deux groupements CO- et NH3+. Ça, c'est la forme du tripeptide APH3. La forme du tripeptide APH11, elle est la suivante. Donc, on va de nouveau avoir Pro juste ici, avec cette fois-ci un NH. Ensuite, asp juste ici, avec le CO-. Et enfin, la lysine juste ici, avec le NH2 et le CO-. Ensuite, question 7. Quelle est la charge nette des tripeptides suivants au pH indiqué? FeHCr au pH 2 et 6 et glumettyr au pH 6 et 13. Alors, on va faire exactement de la même manière. On va commencer avec un tableau, avec les groupements, les pK, leur forme APH2 et leur forme APH6. On va commencer par celui-ci. Alors, on a fait qu'il y a un groupement ici. Alors, on va prendre la valeur du pK du groupement NH3+, qui est de 9,24. On prend donc NH3+, NH2. De nouveau, c'est vraiment la même idée, hein. Donc, on a le NH3+, et les groupements, juste les groupements, les COH et les groupements. Donc ici, s'il est à pH 2, en sachant qu'il a un pK de 9,24, on va être sous la forme du NH3+, et à pH 6, on sera aussi sous la forme du NH3+. En ce qui concerne l'arginine, on peut la regarder ici. L'argile est juste ici, et donc comme elle est au milieu, le seul pK qu'on va prendre, c'est le pK du groupement R, qui est donc de 12,48. Et en connaissant la structure de l'arginine, on sait bien que le groupement R est un NH2+, NH. Alors lorsqu'on est à pH 2, on sera en NH2+, et lorsqu'on sera en pH 6, on sera aussi en NH2+. Et enfin, pour terminer, on prend CR. Alors, il est juste ici. Et donc, lui, on va prendre uniquement la valeur de son pK du groupement COH. Il n'a pas de groupement R, donc c'est tant mieux pour nous. Ce qui nous donne 2,19. Alors, à pH 2, il sera en COH, évidemment. Et à pH 6, il sera sous forme de CO-. On va ensuite calculer les charges totales nettes. Tac. Au 2 pH. Alors ici, on a plus 1, plus 1. Donc ici, on est à plus 2. Et ici, on a plus 1, moins 1. Et donc, on est à plus 1. Donc, quelle est la charge nette des tripeptides suivants? Eh bien, à pH 2, elle est de plus 2. Et à pH 6, elle est de plus 1. Pour le deuxième tripeptide, on va procéder exactement de la même manière. Donc, on va faire les groupements, les pKa, la forme APH 6 et la forme APH 13. Alors, on prend celui-ci. De nouveau, on va avoir NH3+, et groupement R et COH.
Alors, on commence par le bleu, juste ici. Alors, il est juste ici, et donc lui, il a un groupement R, et on prend ici la valeur du NH3+. Donc il a le NH3+, NH2, qui est une valeur de 9,95. Donc qui sera sous forme NH3+, APH6 et NH2, APH13. Ensuite, on va prendre son groupement. Donc son groupement R du plus, c'est un COH, CO-. La valeur du pK est de 4,32. Et donc à pH6, on sera en CO-. Et à pH 13, on sera aussi en CO-. Pour le deuxième acide aminé, ici, on va prendre en compte uniquement son groupement R. Donc il est juste ici. Eh bien, bonne nouvelle, il n'en a pas. Et donc, il n'intervient pas au niveau de la charge. Pour le dernier acide aminé, lui, il est juste ici. Et on voit que lui aussi, il a un groupement. Donc, dans un premier temps, on va prendre ici son groupement COH, qui a un pK de 2,20. Et donc, à pH 6, il sera en CO-, à pH 13, il sera aussi en CO-. Et ensuite, le groupement TIR, c'est un groupement OH au moins, et donc il a un pK de 10,11. À pH 6, il sera donc sous forme de OH, et à pH 13, il sera sous forme de O-. On va faire la somme de toutes les charges. Tac, tac, tac. Alors ici, on a plus 1, moins 1, moins 1, et donc on a une charge nette de moins 1. Ici, on a moins 1, moins 1, moins 1, et donc on a une charge nette de moins 3. Pour l'exercice 8, on a un mélange de 3 acides aminés, asp, arg, le, qui est soumis dans une chromatographie sur colonne échangeuse d'anions. L'élution est effectuée à l'aide d'un tampon à pH 5. Dans quel ordre ces acides aminés vont-ils sortir de la colonne? Donc, la première chose à retenir, c'est que c'est une échangeuse d'anions. Et donc, les échangeuses d'anions, elles sont chargées positivement. Et donc, si elles sont chargées positivement, elles vont garder les acides aminés qui sont chargés négativement. Alors, la première chose à faire, c'est déterminer le point isoélectrique de chaque acide aminé. On va commencer par asp. Il a un pK pour le COH, un pK pour le NH3+. Alors, il est juste ici. Ah, et on voit aussi qu'il a un groupement R. Donc, son pK pour le groupement COH est de 1,99. Pour le groupement NH3+, est de 10. Et pour son groupement R, qui est un groupement COH, est de 3,96. Pour calculer le point isoélectrique, on fait 1,99 plus 3,96 divisé par 2, ce qui nous donne un point isoélectrique de 2,98. Ensuite, tac, on va faire arg. Alors, il a un premier pK de... Il est
juste ici. Donc, il a un premier pK de 1,82 pour le groupement COH, 8,99 pour le groupement NH3+, et il a un troisième groupement R, qui est pour l'arginine un groupement NH2+, qui a un pK de 12,48. On calcule le point isoélectrique, qui est de 8,99 plus 12,48 divisé par 2, et ça nous donne 10,74. Ensuite, on passe au dernier. Il a un pK, il est juste ici. Il a un pK pour le groupement COH de 2,33, un pK pour le groupement NH3+, de 9,74, et il n'a pas de groupement R. Donc on peut calculer directement notre point isoélectrique ici, avec 2,33 plus 9,74, divisé par 2, ce qui nous donne 6. Alors, on nous dit plutôt que l'élution est effectuée avec un tampon à pH 5. Donc l'idée, c'est de trouver les charges nettes à pH 5. Donc à pH qui est plus grand que le point isoélectrique, ici qui est plus petit, et ici qui est plus ou moins égal. Donc à pH 5 qui est plus grand que le point isoélectrique juste ici, la charge nette sera de -1. Ici, le pH est plus petit que le point isoélectrique, donc la charge nette sera de +1. Et ici, on peut dire que la zone de pH est considérée comme étant dans la zone de point isoélectrique, et donc la charge nette sera de 0. Et donc on demande dans quel ordre ces acides aminés vont-ils sortir de la colonne. Eh bien, on va d'abord sortir celles qui sont chargées positivement, et donc c'est l'arginine qui va sortir en premier. Donc c'est l'arginine qui va sortir en premier. Ensuite, si on modifie un petit peu, ce sera la leucine. Et puis, pour sortir l'aspartate, il va vraiment falloir modifier la valeur du tampon pour que cet acide aminé puisse pouvoir être élué. Question 9. On souhaite séparer un mélange d'acide L-glutamique, de L-leucine et de L-lysine par chromatographie ionique à l'aide d'une résine de type Dowex 50. Pour ce faire, on dépose un mélange d'acides aminés sur la colonne à pH 2, puis on amène progressivement le pH à 7. Décrit le profil d'élution attendu. Que doit-on faire pour récupérer les acides aminés non élués dans ces conditions? Alors, la première chose à faire, c'est voir quel type de colonne c'est la Dowex. Alors, la Dowex 50, on voit qu'elle est juste ici. C'est une résine qui est échangeuse de cations. Hop. C'est une Dowex 50. C'est une échangeuse de cations. Donc, la colonne est chargée négativement et elle va garder les charges positives. Alors, on passe donc d'un pH 2 vers un pH 7. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va calculer les points isoélectriques de chaque acide aminé. Alors, nous avons l'U. Tac. Il est juste ici. Donc, on a un premier pK, un deuxième et un troisième. Alors, le premier, c'est juste ici pour le groupement COH qui est de 2,13.
Le pKa pour le groupement NH3+, c'est de 9,95. Et pour le dernier groupement, qui est aussi un CO-, on a 4,32. Donc, on calcule le point isoélectrique en faisant 2,13 plus 4,32 divisé par 2, ce qui nous donne 3,25. Ensuite, on passe au deuxième acide aminé. La leucine qui est juste ici, elle n'a pas de groupement R, donc le pKa du groupement COH est de 2,33 et du NH3+ est de 9,74. On calcule notre point isoélectrique en faisant 2,33 plus 9,74 divisé par 2, ça nous donne 6. Et enfin, le dernier acide aminé, alors pour la lysine qui est juste ici, on voit qu'ici aussi il y a un groupement, et c'est un groupement NH3+. Donc on va avoir d'abord le pKa du COH qui est de 2,16, le pKa du NH3+ qui est de 9,20, et puis le pKa du groupement R qui se trouve être un NH3+, est de 10,80. Pour faire le point électrique, on fait 9,20 plus 10,80 divisé par 2, et donc on a un point électrique de 10. Alors ici, on peut évaluer les charges nettes des molécules, enfin des acides aminés aux différents pH. Et donc, à pH 2, donc si on commence à pH 2, à pH 2, la leucine va avoir une charge nette positive, la lysine aussi, et le F-glutamique aussi. Donc à charge 2, tout est positif, donc tout reste dans la colonne. Ensuite, on amène progressivement à pH 7. Donc on va passer notamment par un pH de 4. Donc si on fait un pH de 4, alors si on est à pH 4, la leucine sera toujours positive, la lysine aussi, mais pas le glu. Donc c'est le premier qui va partir. Ici il est négatif, la colonne garde les positifs parce qu'elle est chargée négativement, et donc le glu c'est le premier qui va sortir, c'est le premier qui va être élué. Et ensuite à pH 7, un truc qu'on veut plus écrire. À pH 7. Donc ici, celui-ci sera déjà élué. Ici, celui-ci aura une charge nette négative et celui-ci aura une charge positive. Donc c'est celui-ci qui sera le deuxième à être élué. Alors, que doit-on faire pour récupérer les acides aminés non élués dans ces conditions? Eh bien, tout simplement, il faut augmenter le pH au-delà de 10. Alors, question 12. 3 protéines, l'ovalbumine qui a
un point isoélectrique de 4,6, le cytochrome C qui a un point isoélectrique de 10,65 et le lysozyme qui a un point isoélectrique de 11 sont déposés sur une colonne de chromatographie qui contient de la CM-cellulose à pH 7. Et on demande quelles protéines sont retenues sur le gel. Alors déjà la CM-cellulose, on peut la retrouver ici, CM-cellulose, et de nouveau c'est une résine qui est échangeuse de cations. Donc ici, CM-cellulose, elle échange les cations, donc elle est chargée négativement. Et elle va garder les plus. Alors, ici c'est assez simple, on veut juste voir quelle est la charge nette des trois protéines, donc de l'ovalbumine, du cytochrome et du lysozyme à pH 7. Donc à pH 7, l'ovalbumine, elle a une charge nette qui est de -1, tout simplement parce que le pH est plus grand que le point isoélectrique. Le cytochrome C à pH 7, il a une charge de +1. Et le lysozyme à pH 7, il a une charge de +1. Donc la question, quelles protéines sont retenues dans le gel? Ici, elle garde les positifs. Donc, elle va garder le cytochrome C et le lysozyme. Ensuite, question 14. Pour déterminer la masse molaire de la glucokinase, on dépose sur une colonne de chromatographie de type Cefadex un mélange de protéines dont on connaît la masse molaire et on mesure le volume d'élution de chaque protéine. Pour déterminer la masse molaire de la glucokinase grâce au graphique du volume d'élution en fonction du logarithme de la masse molaire. Donc, ici, ce qu'on doit faire concrètement, c'est faire un graphique avec ici le volume d'élution et ici le log de la masse molaire. Alors, pour faire ça, on va dans Excel. Hop là, juste ici. La première étape, c'est de transformer les masses molaires qu'on a en logarithme. Donc, tout simplement, c'est une fonction logarithmique. On met juste égal log. Et on sélectionne ce qu'on veut mettre en logarithme. Ensuite, on fait un graphique donc, du volume d'élution et du logarithme de la masse molaire. Donc ça nous donne ceci. Sur le graphique, avec un clic droit, on peut ajouter une courbe de tendance. Ici, elle est déjà mise, donc il vous met juste format, mais sinon, vous pouvez l'ajouter. Elle est linéaire, elle n'est pas logarithmique ni exponentielle, elle est linéaire. Et on peut afficher l'équation, vous voyez, elle est juste ici. On détermine qu'on veut afficher l'équation et le coefficient de détermination. Effectivement, vous avez déjà fait ce genre de graphique avec les droits d'étalonnage. Et après, c'est tout simple. On utilise directement la formule de la courbe de tendance qui est donnée juste ici. Et donc, on a un y égale moins 154,21x plus 848,06. Et donc, on détermine grâce à ça directement la valeur de x. Ça, c'est assez simple comme calcul. Et ensuite, on fait un arc log pour retrouver la masse molaire, parce qu'ici, la valeur de x que vous allez avoir, c'est le logarithme de la masse molaire. Et donc, il faut simplement faire un arc log. Donc, un arc log, c'est 10 exposant la valeur du logarithme. Donc ici, ce sera 10 exposant 4,82. Il y a juste deux réponses qui sont possibles. Si vous arrondissez à 4,82, vous allez avoir 66 069 grammes par mol. Et si vous n'arrondissez pas, vous allez avoir 65 841. Les deux réponses sont correctes, donc du coup, c'est juste le fait d'arrondir ou pas. Et enfin, dernière question. Indiquez sur chaque schéma si le chargement de la centrifugeuse est adéquat. Chaque case noircie représente un tube contenant 25 ml de sang. Alors,
le chargement de la centrifugeuse, c'est assez important parce qu'il faut vraiment que ça soit équilibré, sinon ça peut casser toute la centrifugeuse. Et donc il y a un petit truc qui est assez simple à retenir. Le principe de la centrifugeuse, c'est un peu comme les petits jeux à la foire par exemple, où il y a un grand bol d'eau. Dedans, il y a un petit bol et chacun son tour, on doit mettre des cailloux dedans. Et alors, le premier qui coule le bol a perdu. Ben, ici, avec la centrifugeuse, c'est un peu le même principe. Si on met tout du même côté, la centrifugeuse, elle sera pas du tout équilibrée, ça va tout casser. Donc, pour faire simple, on va prendre l'exemple du B directement. Donc, on a le B. Tac. Si mon adversaire il met son petit caillou ici dans son bol, bah moi je vais voir le contrer, donc je vais le mettre totalement à l'opposé, histoire d'équilibrer correctement le bol au niveau de l'eau, sauf que je vais le mettre dans l'autre nacelle. Parce que de nouveau, le rotor, il peut aussi bouger, il peut aussi pencher à gauche ou à droite, donc il faut vraiment que ça soit dans la nacelle opposée. Donc ici, déjà on peut voir que c'est vrai, le chargement est adéquat. Alors ici pour la A, donc si mon adversaire met son petit caillou ici, moi je vais vouloir mettre le mien ici, mais dans la nacelle d'en face, bah, ici c'est pas le cas. J'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le mettre là. Et ici pareil, si mon adversaire le met là, je vais vouloir mettre mon caillou là, mais en face. Ici de nouveau, c'est pas le cas. C'est ici que j'aurais dû mettre mon tube de sang. Donc ici, le chargement est pas du tout adéquat. Pour le C, qui sont à l'envers, pour le C, si mon adversaire met son petit tube ici, je vais vouloir mettre le mien là. Donc ici, c'est correct. S'il met son petit tube ici, je vais vouloir mettre le mien là, et donc c'est correct. Ici, c'est juste que c'est pas... Il faut juste faire attention, parce que c'est pas parce que je les ai mis, que je l'ai mis là, que j'aurais dû le mettre là. C'est ça la raison. Et ici, pour le D, si mon adversaire met son caillou là, moi je vais vouloir le mettre là, mais dans la nacelle d'en face, donc ça c'est bon. S'il le met là, moi je vais le mettre là, mais en face, donc ça c'est bon. Donc la C et la D sont correctes. Et voilà.